Lors d'un entretien particulièrement électrique et très suivi avec Sonia Mabrouk, diffusé simultanément sur Europe 1 et CNews, le député du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy a lancé une série de propos retentissants. Ces paroles, aussi percutantes qu'inattendues, ont secoué jusque dans leur fondation les équilibres internes du parti et provoqué une onde de choc qui parcourt aujourd'hui tout l'univers politique français. Au cours des derniers jours, au milieu de débats passionnés à l'Assemblée nationale autour du budget 2026, Tanguy a défendu une position qui ressemble à un virage inattendu vers la gauche pour le Rassemblement national, accusant ouvertement certaines multinationales étrangères de ne pas payer leur juste part d'impôts et affirmant avec fermeté que le RN refuse catégoriquement que les honnêtes gens paient pour combler le déficit abyssal. Nous sommes confrontés à une situation dans laquelle le RN, traditionnellement considéré comme un parti populiste de droite dure, semble dangereusement s'approcher d'idées fiscales plus progressistes et égalitaires, comme l'idée de taxer davantage les géants mondiaux tels que Starbucks ou McDonald's, qui échappent trop souvent à l'impôt français. Les effets se font sentir parmi les militants de base, les électeurs fidèles et même à l'intérieur du RN, où des critiques virulentes et des dissensions surgissent de toutes parts, menaçant l'unité du mouvement. Mais quelle est l'histoire détaillée derrière cette déclaration choquante et controversée de Jean-Philippe Tanguy à propos du RN? Les observateurs politiques avertis n'apprécient guère que le RN, sous l'influence croissante de figures montantes comme Tanguy, semble s'éloigner progressivement de ses racines souverainistes et nationalistes pour adopter un discours plus social et redistributif. En gros, Tanguy et le RN sont pris dans cette course effrénée pour défendre les honnêtes gens contre les multinationales prédatrices, mais cela divise profondément et crée des fractures internes. Tanguy impose un discours ferme et intransigeant sur l'équité fiscale, puis les critiques ripostent en l'accusant d'un gauchisme rampant qui trahirait l'essence du parti. Cela touche de multiples débats, des impôts aux alliances politiques, en passant par les questions économiques quotidiennes. C'est énorme, et je pense que c'est le moment idéal pour examiner en profondeur ce qui s'est passé exactement et comment cela pourrait impacter durablement le RN à partir de maintenant. Pendant longtemps, il y a eu des frustrations accumulées que les directions du RN passaient avec leurs électeurs traditionnels, souvent issus des classes populaires et moyennes qui détestent viscéralement les taxes excessives. Lors de la campagne présidentielle de 2022, on a commencé à entendre une rhétorique vraiment dure et incisive sur la fiscalité injuste. Nous ne pouvons pas continuer à permettre aux multinationales de violer notre pays fiscalement de manière éhontée, et c'est précisément ce qu'elles font depuis des années. Le député, émissaire officieux sur ces questions sensibles, travaille sur un grand rapport exhaustif. Ils enquêtent essentiellement sur les pratiques fiscales douteuses des géants étrangers. La question qu'il posait: ces entreprises ont-elles fait quelque chose qui frustrerait gravement les intérêts économiques de la France? Trouve sans grande surprise une réponse positive. Ces préoccupations remontent à très longtemps, bien avant les débats actuels. Pour les comprendre correctement et dans toute leur complexité, il faut vraiment remonter aux attentes que les gens avaient lorsque le RN a adouci son discours économique sous la houlette de Marine Le Pen. La montée politique fulgurante du RN a été spectaculaire et inattendue pour beaucoup. En 2012, le parti n'était qu'à 18% aux élections présidentielles. L'année dernière, il avait atteint un impressionnant 33%. En tenant compte des alliances locales et des reports de voix, le RN a déjà dépassé les partis traditionnels dans de nombreuses régions rurales et périurbaines. Cette croissance sans précédent a commencé avec la stratégie de dédiabolisation menée par Marine Le Pen. Elle a commencé à ouvrir le parti au monde économique en 2011 et le RN est rapidement devenu le porte-voix incontesté des oubliés de la mondialisation. Au cours de la décennie suivante, les voix en part du total ont triplé de manière exponentielle. Et en 2022, pas moins de 41,1% des ouvriers votaient pour le RN, marquant un ancrage profond dans les classes laborieuses. L'Assemblée nationale a ouvert ses portes au RN en 2024 avec un groupe massif de 143 députés. C'est Marine Le Pen qui l'a propulsé à ce niveau historique. Intégrer le RN comme force d'opposition majeure est une décision gagnant-gagnant pour ses électeurs. Cela protégera notre souveraineté nationale et promouvra le bon type de changement en France, loin des élites déconnectées. Après avoir rejoint les débats budgétaires intenses, le RN est devenu une superpuissance d'opposition parlementaire.
Mais les gens s'attendaient à ce que le parti devienne aussi plus libéral sur l'économie, avec des baisses d'impôts généralisées. Cela ne s'est pas produit comme prévu. Les critiques affirment maintenant que le RN atteint sa croissance en ne jouant pas franc jeu, en empruntant des idées à ses adversaires. Il y a deux façons principales dont le RN n'a certainement pas joué franc jeu selon ses détracteurs les plus virulents. Une façon est simplement que le RN traite différemment les électeurs populaires, pauvres et vulnérables. Donc, si vous êtes un cadre de droite traditionnel, votre concurrent RN n'a pas seulement un meilleur accès aux classes moyennes appauvries, mais peut-être que le terrain sur lequel il a construit son discours a été donné gratuitement par des alliances tacites avec des éléments de gauche. Peut-être qu'il a obtenu une énorme réduction d'impôts dans son programme, mais seulement pour certains. Le RN n'a tout simplement pas un terrain de jeu équitable avec la droite traditionnelle et conservatrice. Ensuite, il y a les trucs vraiment sales et controversés. Adopter des idées fiscales de gauche pour chasser sur les terres électorales du PS ou de LFI. Si vous demandez aux officiels du RN à propos de l'accusation selon laquelle le parti vire à gauche de manière opportuniste, ils diront « Attendez, la droite fait pire avec les taxes sur les classes moyennes. » Alors pourquoi vous en prenez-vous à nous spécifiquement? Le gouvernement vous dira bien sûr qu'il défend les gens ordinaires, mais jamais à des fins électoralistes pures et cyniques. Avec l'élection de Jordan Bardella comme figure montante et charismatique en 2024, vous aviez un parti qui s'est vraiment mis à être dur avec les multinationales une fois au pouvoir législatif. Et nous n'avions jamais vraiment eu cela auparavant à cette échelle. L'opposition RN a utilisé des amendements parlementaires ou des critiques fiscales acérées pour essayer de forcer les macronistes à changer leur façon de faire les choses. En novembre 2025, Tanguy a imposé un discours choc et percutant sur des milliards d'euros évadés fiscalement. Cela a presque doublé le taux moyen de controverse sur les positions du RN, de 3,8% à 6,7%. Et ce sont les militants du RN qui doivent payer cette taxe invisible de crédibilité et de cohérence interne. Mais à chaque déclaration audacieuse de Tanguy, venait une riposte des internes et des puristes du parti. Depuis le début de cette controverse brûlante, le RN a plus que doublé son taux de critiques internes, alimentant des débats passionnés. Celui de la droite a triplé, avec des figures comme Ciotti ou Bamy qui saisissent l'occasion. Le combat est devenu ouvertement politique et personnel parce que les déclarations de Tanguy touchent directement la base électorale de Marine Le Pen. De nombreux militants, là où le RZN a gagné en 2024, étaient ici dans les régions populaires et ouvrières. Et ce sont précisément ces militants, les plus touchés par les virages fiscaux inattendus du RZN, qui craignent une dilution de l'identité. Les déclarations sont essentiellement une taxe idéologique, mais c'est une taxe qui n'est payée que pour les idées produites en dehors du parti, dans un endroit spécifique comme les débats budgétaires. Une des choses que Tanguy a faites dans ses déclarations est d'imposer des critiques vraiment élevées et incisives sur les multinationales étrangères. C'est un produit énorme que les électeurs populaires consomment, seulement pour le vendre au RN comme un argument de justice sociale. Donc, comment ces déclarations et la controverse impactent-elles la politique française plus large, au-delà du RN? Je pense qu'à un certain niveau, nous voyons les décisions que les militants prennent être affectées par cela de manière profonde. De nos jours, ils ne sont pas sûrs de quel programme sera ouvert pour eux à l'avenir, et cela va impacter leurs décisions d'engagement militant. Par exemple, de nombreux électeurs ont accéléré la diversification de leur vote en délocalisant une partie de leur soutien vers des partis comme Reconquête ou les Républicains, afin de réduire leur dépendance au RN et de chercher davantage de cohérence. Cela crée des opportunités pour ces partis émergents ou renaissants, mais cela augmente aussi les coûts et complique la stratégie globale de la droite nationale. Sur le plan des électeurs, les déclarations se traduisent souvent par des hausses de doutes et d'incertitudes. En France, les militants ont vu leur conviction annuelle ébranlée de près de 1300 unités en moyenne en 2025, selon des sondages internes. En raison de ces discours sur les taxes progressives, les secteurs comme l'économie, l'immigration et l'identité culturelle sont particulièrement touchés, avec des perturbations qui se propagent à travers les chaînes de valeur partisanes et idéologiques. Abonne-toi, aime la vidéo, dis-nous ce que tu en as pensé en commentaire et rejoins le canal Telegram pour plus d'informations.